Bonsoir et bienvenue à tous. Dans un contexte de fin de règne marqué par des batailles de succession où les acteurs foulent aux pieds des codes et des modes d'ascension sociopolitique, des batailles de succession où le savoir-faire intrinsèque a été supplanté par le savoir défaire, des batailles de succession qui augurent une nuit de longs couteaux. Oswald Baboké tire la sonnette d'alarme. Le ministre plénipotentiaire, directeur adjoint du cabinet civil à la présidence de la République, vient de publier une tribune où il dénonce les monstruosités de l'espace politique camerounais. S'inspirant d'un essai politique, Les Flingueurs, publié en 2014, dont les auteurs sont Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, Oswald Baboké dénonce les lanceurs d'alerte qui, de son point de vue, ne sont ni plus ni moins que des flingueurs, des chasseurs de primes, des maîtres chanteurs à la solde, d'acteurs politiques incapables d'utiliser des créneaux établis, des méthodes démocratiques pour leur ascension socio-politique. Mais n'est-ce pas un peu paresseux de réduire les cruautés observées dans l'espace politique au seul fait des lanceurs d'alerte? Les tenants du pouvoir ont-ils créé un environnement politique où le jeu politique peut se pratiquer de manière saine? Les lanceurs d'alerte considérés comme des flingueurs ne sont-ils pas la bouée de sauvetage pour des acteurs politiques coincés par la violence politique exercée par les tenants du pouvoir? Le contexte de fin de règne n'exacerbe-t-il pas ces violences? Comment assainir l'espace politique de manière à isoler ces flingueurs, de façon à permettre un jeu politique sain où s'exprime la démocratie? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission 237 débat. Merci, madame, messieurs, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau 237 débat ce soir pour cette problématique, professeur Emmanuel Tiatio, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Je vous présente tout simplement comme universitaire, pas besoin de revenir sur cette présentation. En tout cas, vous êtes un habitué de ce plateau. Merci d'être venu sur ce panel 237 débat pour échanger avec nous sur cette question annoncée en sommaire. Sur le plateau également, Serge-Henri Calbé, bonsoir. Bonsoir Duval, c'est un plaisir d'être encore là une fois de plus. Voilà, vous êtes homme politique et j'ai failli dire que vous êtes du parti dont parle effectivement, il me semble, Oswald Baboké dans sa tribune, puisqu'il parle des camarades du parti qui s'épient et qui se jettent des épées. En tout cas, on reviendra sur cette question-là dans le cours de cette émission. Merci d'être venu. Je rappelle qu'en dehors de votre formation, de votre casquette d'homme politique, c'est vrai que vous portez plutôt un sombrero ce soir. En dehors donc de cette casquette politique, vous êtes polytechnicien et vous êtes spécialisé opérateur économique. Opérateur économique et spécialisé dans la question d'énergie renouvelable. Merci. Merci également à vous d'être venu, maître Simon Sèche-Kaka. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les copanélistes. Et surtout, Duval, permettez-moi de saluer les nombreux téléspectateurs de Kinos Télévision et surtout les nombreux militants de l'Union de population de Cameroun. Parce que, soit dit en passant, je suis d'abord UPCiste, même si ce n'est pas sous cette casquette, vous m'avez convié à ce plateau. Je vous ai convié sur ce plateau comme président de l'association juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance. Merci maître CAC d'être venu sur ce plateau de 237, le débat. Je voudrais vous présenter le quatrième intervenant sur ce plateau. Il est journaliste. Paul-Joël Kamcha, bonsoir. Bonsoir Duval, merci une fois pour cette invitation et je m'en excuse pour nos nombreux rendez-vous ratés aussi bien à la télé qu'à la radio. C'est avec un très gros plaisir que je retrouve votre prestigieux plateau et un salut particulier aux co-panélistes avec qui nous allons croiser le verbe tout à l'heure. Alors, vous êtes journaliste et vous êtes expert en data et fact-checking. Effectivement, je me suis plus spécialisé en matière de data journalisme ou open data et en matière de fact-checking qui n'est nul autre que les vérifications des faits. Et dans ce que le directeur adjoint du cabinet civil a dit, parlant des questions de lanceurs d'alerte, de l'information, je m'y reconnais parce qu'en réalité, ce sont des spécialités sur lesquelles je travaille depuis quelques années. Parlons-en, justement. Le ministre plénipotentiaire a fait cette tribune dans laquelle il semble stigmatiser les lanceurs d'alerte. Lorsqu'on parle de lanceurs d'alerte, il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? Il fait quoi?
En réalité, s'il faut parler de façon historique, s'il faut brosser l'historicité des lanceurs d'alerte, il faut dire qu'en réalité que c'est un métier qui est protégé aux États-Unis et en France et dans certains pays en Afrique. De plus en plus, les législations commencent à reconnaître les lanceurs d'alerte qui sont un peu comme les éclaireurs de la société, qui fonctionnent presque comme des agences de presse. C'est-à-dire, voyez-vous, qui lancent une information, qu'importe que l'information soit fausse ou vrai, mais au moins que cette information a eu une origine. Et en réalité, c'est à partir de ce moment que le travail du journaliste commence, c'est-à-dire la vérification de l'information, le croisement et le recoupement de l'information. Et c'est également à ce moment que le travail du fact-checker commence, c'est-à-dire la vérification des faits contenus dans ce que le lanceur d'alerte aura révélé au public. Donc, grosso modo, voilà, ce qui fait dire en réalité que je suis très surpris quand je suis le directeur du cabinet civil, le directeur adjoint, parler des lanceurs d'alerte. Vous savez en réalité que à la présidence, c'est normalement lui qui est chargé des questions de communication du président de la République et qui gère l'essentiel, du moins c'est la structure qui gère l'essentiel des plateformes numériques. Déjà que les lanceurs d'alerte ne sont pas reconnus dans la réglementation et la législation du Cameroun. Donc j'ose croire que le directeur adjoint, qui est très éveillé, a dû capter au moins la signification à partir des pays où ces lanceurs d'alerte sont protégés. Est-ce que vous comprenez le lien, la correspondance qu'il fait entre... Il y a une image qu'il a utilisée. Absolument. L'image des flingueurs, pour reprendre un ouvrage de Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, où justement ils évoquent ces monstruosités dans l'espace politique, ces animosités dans l'espace politique. Il indique, lorsqu'on l'écoute, que ces lanceurs d'alerte, tels qu'ils sont présentés par vous, dans le cas du Cameroun et dans le contexte actuel, sont des flingueurs. Est-ce que vous comprenez le lien? En réalité, même si on fait une lecture sémiotique de ce qu'il a dit ou alors une lecture purement littéraire de ce qu'il a dit, il faut bien qu'on se comprenne. C'est qu'on est dans un contexte où la loi sur l'accès à l'information ou alors une loi cadre qui régit aussi bien l'information tant du point de vue que du producteur que du point de vue du consommateur n'existe pas. Ça, il faudrait qu'on se le dise d'abord. Il n'existe pas de loi sur l'accès à l'information au Cameroun et donc le citoyen face à ce vide n'a pour seul repère que les médias. Malheureusement, les médias classiques se font désormais supplanter par le digital, le numérique. Et donc, désormais, la circulation de cette information, c'est environ 45 000 gigaoctets de données qui circulent par seconde dans le monde. Imaginez-vous, dans le cas du Cameroun. Et donc, c'est parce qu'on a un gouvernement ou alors on a un système administratif qui ne communique suffisamment pas ou qui n'informe pas les citoyens. Du coup, c'est la nature ayant horreur du vide. Les lanceurs d'alerte qui sont là pour informer, au même titre que les journalistes et même certains activistes et les blogueurs qu'on retrouve de plus en plus dans l'espace digital, sont obligés de lancer ce qu'on pourrait appeler comme une boutade ou alors comme une sorte de caillou dans l'eau. Et vous avez donc un gouvernement, parce que quand vous lisez in extenso la sortie du directeur adjoint, vous avez comme l'impression qu'en réalité, ce n'est qu'un membre d'un groupe qui sort pour pleurer, pour dire en réalité qu'écoutez, on se sent désormais menacé par ce qui arrive. Et donc l'information qui est la matière première des dynamismes, des équilibres au niveau de la société est obligée d'être appréciée diversement. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que depuis la sortie du directeur adjoint, il y a comme une sorte de levée des boucliers autour de ce qu'on pourrait appeler un lanceur d'alerte, de ce qu'on pourrait désormais appeler, je crois que c'est Jean-Robert Wafo qui le théorise suffisamment lorsqu'il parle de la nuit des longs couteaux ou le soir du grand soir ou le jour du grand soir, ainsi de suite. Donc en réalité, c'est une image, mais sauf qu'on a là quelqu'un qui est très taiseux, connu comme quelqu'un qui est très réservé. Donc quand il sort, en réalité, ça devait faire réfléchir pour dire en réalité que ce monsieur qui est au sommet de l'État, sa sortie donne la température de ce que les autres qui sont dans son camp ressentent par rapport à ce que vous avez bien fait d'appeler des batailles politiques. C'est pas seulement des batailles entre l'opposition et le parti au pouvoir, mais désormais c'est un signe, désormais c'est une confirmation pour ceux qui doutaient encore qu'au sein du Sérail ça bouillonne, les batailles de
positionnement prennent une vitesse de croisière et donc on a désormais peur de tout ce qui pourrait jeter dans la main comme ça une information qui a trait aux activités ou aux mouvements du gouvernement ou des administrations. Maître Simon Serge Kakak, est-ce que ces lanceurs d'alerte deviennent donc finalement des hommes dangereux qui peuvent envenimer l'espace politique camerounais? Oui, Duval, avant de répondre à cette question qui est si pertinente, je vais revenir un peu sur ce que Paul Joël disait tout à l'heure, parce qu'il est revenu sur l'historicité de la notion de lancer de l'alerte. Vous savez, avec le développement exponentiel de l'économie numérique et digitale aujourd'hui, il s'est avéré que le secteur de la communication est devenu un secteur hyper stratégique. Vous savez, il y a quelques années, on classait la communication au rang du 4e pouvoir. On disait que la presse venait en 4e position. Mais avec l'évolution, j'allais dire, digitale et numérique aujourd'hui, on se rend compte que la communication en réalité devient le premier pouvoir. La communication joue un rôle hyper stratégique dans la gouvernance actuelle du monde. Vous comprenez? Et dans cette gouvernance actuelle, donc, il y a des nouvelles professions qui sont en train de naître. Il y a cette profession de lanceur d'alerte. Il y a même une autre profession qu'on appelle aujourd'hui dans des grands pays, les influenceurs. Il y a les influenceurs qui existent. Vous comprenez? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que de plus en plus, comme il a si bien relevé, la communication classique, donc les médias classiques, qui étaient la télévision, la radio, la presse écrite, tout ça, tous ces médias ont été supplantés par ces nouvelles professions. Parce qu'en réalité, c'est des professions. C'est pour ça que... Oui, mais sauf que Paul Joël a indiqué tout à l'heure que dans le cadre du Cameroun, il n'y a pas encore une législation claire là-dessus, une réglementation. Oui, non, comme il dit, ce sont des professions, mais qui, écoutez, au niveau du Cameroun, ne sont pas codifiées. Ailleurs, c'est codifié et protégé. Et tel que c'est... Écoutez, lorsqu'on parle de lanceurs d'alerte au Cameroun, il y a beaucoup qui résident de l'autre côté. Bon, je ne veux pas citer les noms ici, mais vous connaissez beaucoup de ces lanceurs d'alerte qui vivent de l'autre côté et qui, tous les jours, donnent des informations hyper sensibles sur le Cameroun. Et je pense que c'est même de cela qu'on parle. Donc, en réalité, on ne peut pas se dire aujourd'hui que non, cette profession n'étant pas codifiée au Cameroun, bien légiférée au Cameroun, on ne les prend pas au sérieux. Non. Le vrai problème aujourd'hui, pourquoi le secrétaire, le directeur adjoint de cabinet civil pose le problème? Je pense que c'est un acteur du pouvoir dans notre pays. Mais lorsqu'on essaie de décrypter son personnage, qui est Oswald Babouké, c'est quelqu'un, je pense qu'il a une double formation. Il est d'abord diplomate de formation et il est naturellement un homme de Dieu. Peut-être lui, il a une autre vision de la gouvernance que ses camarades du régime ne partagent pas. C'est pour ça que peut-être il dénonce cette situation. Ça peut être une stratégie. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où il pose ce problème, cela veut dire que ces lanceurs d'alerte jouent déjà un rôle dans le pays. Et ce qui est constant, comme je l'ai relevé dans mon propos liminaire, les lanceurs d'alerte... Est-ce que vous les percevez, vous, maître Simon Serge Kakak, ces lanceurs d'alerte comme des personnalités ou des hommes qui soient dangereux pour l'espace politique camerounais? Ils sont dangereux parce que... Je vais vous dire pourquoi ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce qu'en réalité, à partir du moment où leur activité n'est pas légiférée, ça pose déjà un problème. Ils n'ont pas de statut au Cameroun. Vous comprenez? Ce qui revient à dire qu'ils ne peuvent pas faire leur travail au Cameroun dans les règles de l'art. À ce moment-là, le risque qu'ils courent, c'est de se mettre au service de certains lobbies qui certainement travaillent jour et nuit pour peut-être conserver leur pouvoir. C'est à ce moment qu'ils deviennent dangereux parce qu'en réalité... Bon, les informations qu'il donne, tout à l'heure, Paul Joël a dit quelque chose de pertinent. Parce que quand il lance une alerte, on n'est pas sûr que ce qu'il dit est vrai. Mais déjà, ça ouvre un débat. Ouais, ça ouvre un débat, ça permet aux gens de commencer à cogiter. Vous, les journalistes, vous prenez le relais, la société civile prend le relais, l'opinion publique commence à s'intéresser. Donc pour vous, cette dangerosité vient du fait que ce n'est pas encore réglementé. Oui, c'est pas non pas de statut. Parce que quand une profession n'est pas reconnue de manière officielle, c'est une profession dangereuse. Vous comprenez? Parce que ça ouvre la voie à toutes sortes de... Alors là, c'est le juriste qui parle. Mais en tant qu'homme politique, en ce qui concerne les lièvres qu'ils ont levés, pour reprendre une expression qui est bien connue dans le monde du journalisme, est-ce qu'ils sont si dangereux que cela? Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Déjà, sur le principe, leur rôle est très important. Oui. Ils éclairent l'opinion. Ils ouvrent les débats sur des sujets tabous.
Vous comprenez? Ils abordent des questions très sensibles de la République que l'opinion publique ne percevait pas. Vu sous cet angle, ces gens jouent un rôle très très important. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai été très d'accord avec mon copanéliste quand il a parlé d'éclaireurs de l'opinion. Parce que c'est eux qui éclairent le monde aujourd'hui. Maintenant, il se passe que, effectivement, comme c'est des gens qui se donnent une vocation d'éclairer l'opinion, ils se donnent aussi, j'allais dire, la facilité de s'infiltrer à travers les mailles du pouvoir. Ils recueillent beaucoup d'informations et parfois, ils utilisent ces informations au détriment de certains acteurs de pouvoir. Et parfois, ils travaillent au service d'autres acteurs. Et à ce moment-là, on a le sentiment que leur rôle n'est pas que positif. Ça commence aussi à devenir nocif dans le sens qu'ils peuvent servir des intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts du peuple. Alors, Serge-Henri Kelbey, vous en tant qu'homme politique, comment percevez-vous ce travail qui est fait par les lanceurs d'alerte? Et maintenant, en observant la tribune que publie le directeur adjoint du cabinet civil, est-ce que vous comprenez ces adjectifs ou bien ces qualificatifs qu'il utilise pour désigner ces lanceurs d'alerte-là et le lien qu'il fait avec les flingueurs? Duval, de manière très froide, n'est-ce pas, j'ai essayé de parcourir quelques lignes de la correspondance qui a fuité et je me rends tout simplement compte que le président Biya, qui lui est un homme politique, s'est entouré de personnes qui ne sont pas des politiques. Parce qu'un homme politique doit être stoïque. La politique est violente. La politique est cruelle. Vous ne pouvez pas bénéficier des positions que la politique vous donne sans être des politiques. Et lorsque vous êtes au milieu des politiques, vous devez vous comporter comme un politicien. Moi, j'ai comme l'impression que... Et donc, se débarrasser de sa soutane de pasteur. Tout à fait. Vous voyez, je vais essayer de faire un petit tour rapidement. En citant, le ministre de l'administration territoriale n'est pas une politique. Le délégué... Non, ce n'est pas des politiques. Vous allez me dire que le ministre Esso, le ministre d'État, est un politique parce qu'il a une responsabilité politique dans tout le département, la région du littoral. Vous allez me dire que le maire Lengue-Mala Padoua premier, c'est un politique. Oui, mais le MINAT... Attendez, je viens. Ce n'est pas un politique. C'est des administratifs. C'est des administratifs. Des gars sortis de l'ENAM, d'autres. C'est un ramassis de hautes personnalités de l'État à qui on donne des responsabilités et qui ne savent pas comment on se comporte en politique. Vous n'allez pas voir un politique pleurnicher ou se plaindre des loups dans la bergerie. Ils savent que ça existe. Si vous avez été DSK, c'est la politique, c'est des coups au-dessous de la ceinture. L'affaire du ministre Oscan, au Cameroun, c'est légion. Ce que moi, je décris, c'est un peu un jeu d'arroseur arrosé. Parce que ces méthodes-là, à l'intérieur de cette maison, sont utilisées, cultivées pour casser d'autres personnes à l'intérieur du RDPC. Il les dénonce. Mais non, il les dénonce, c'est un jeu de position. C'est un jeu de position. C'est un homme politique aussi qui vous parle. Ça fait quand même 30 ans que je fais une carrière politique à l'international comme sur le plan national. Il faut savoir avaler des couleuvres quand on fait la politique et attendre son temps pour se relever. Ce qui se passe là, en fait, c'est quoi? Vous l'avez si bien dit à l'entame de votre propos. C'est que nous sommes à la veille d'un vide. Un contexte de fin de règne. Un contexte de fin de règne où il y a une lutte de positionnement qui va se déclencher. Il y a donc des camps qui s'affrontent et d'autres estiment que des coups assénés par un camp sont violents et ne sont pas réguliers. Mais la politique, c'est ça. Pour vous dire, vous savez, ces lanceurs d'alerte qu'on essaie de découvrir aujourd'hui existent depuis. Tout le monde a suivi l'affaire Snowden, l'affaire Julian Assange, avec les grandes écoutes, tout la NASA, les câbles Wikileaks et tout ça existe depuis et ça va toujours exister. Donc quand vous demandez d'assainir le milieu politique, mais ça existe depuis l'Antiquité. On ne peut pas l'assainir. Ça va être comme ça parce que les lanceurs d'alerte ne sont pas forcément des journalistes. Vous savez qu'au Cameroun, on a longtemps parlé des journalistes à gage, la presse à gage,
qui est manipulé, payé par certains pontes du régime pour tirer sur certains confrères ou certains collègues. Ça existe. Mais ceux qui ont reçu des coups, ceux chez qui on a trouvé de l'argent, par exemple, et on a fait des gros titres, le plus récent, c'est Madame le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de sa correspondance? Les gens ont récupéré ça et ont grossi l'affaire. Donc, la correspondance du ministre plénipotentiaire, secrétaire, directeur adjoint du cabinet civil à la présidence, pour moi, me surprend. Elle me surprend, je dirais peut-être qu'elles sont même très tôt, parce que les vrais coups n'ont pas encore commencé. Le président Biya est encore là. Il est solide. Il tient encore la barre. Et que ceux qui sont pressés attendent. Et je suis sûr qu'ils attendront encore pendant longtemps. Ça, c'est certain. Alors, pour ça, Emmanuel Diattio, on parle des lanceurs d'alerte, on parle de ces lanceurs d'alerte qui écument l'espace public et qui enveniment un tout petit peu le microcosme politique au Cameroun, de l'avis de Oswald Baboké. Lorsqu'on écoute Serge-Henri Kelbé, il estime que ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, Oswald Baboké lui-même reconnaît dans la tribune qu'il a publiée qu'en faisant justement allusion à cet essai politique, les flingueurs, de Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, il revient sur... je vais dire, c'est un ouvrage qui revient, voilà. Avec Dominique de encore l'affaire Markovic. Oui, Markovic aussi, en France. tout à fait. Alors, vous, peut-être qui avez eu vécu sur cette question, je vais dire, dans ces pays-là, où ces scandales ont éclaboussé des hommes politiques, lorsque vous faites le rapprochement avec la description qui est faite par Oswald Baboké, est-ce que on doit s'étonner de ce que ce phénomène apparaît aujourd'hui, ou bien vous estimez que c'est normal dans un environnement politique comme celui-ci? Alors, j'ai lu la tribune de M. Baboké. J'avoue que sa tribune m'a surpris. Je me suis posé la question de savoir à qui il s'adressait. Il s'adresse à lui-même ou il s'adresse aux autres? À lui-même comme acteur? À lui-même comme acteur ou aux autres comme des rivaux politiques? Comme des rivaux politiques. Parce que je suis convaincu que ce qu'il décrit, il a été lui-même acteur. Parce que je ne peux pas comprendre comment ce pasteur est parvenu au poste qu'il occupe aujourd'hui. Lorsque nous savons que ce sont des postes qui donnent lieu à des luttes âpres, il faut salir son concurrent pour prendre sa place. On nous a dit qu'il était un homme de Dieu. Est-ce qu'on peut être homme de Dieu dans cet environnement? Nous sommes tous des hommes de Dieu. Est-ce que le fait de porter le manteau de pasteur est suffisant pour s'affubler le titre d'homme de Dieu? Je pense que non. Alors la tribune de M. Baboké est une tribune... elle est surprenante parce que j'ai l'impression, comme vient de le dire M. Kelbé, qu'il n'est pas à sa place. En politique, tous les coups sont permis. Et ce mot n'est pas de moi. Vous avez cité des affaires. Clestine, oui. Markovic. Mais il y a d'autres. DSK. DSK. Vous avez des affaires qui sont allées même jusqu'au suicide. L'affaire Bérégovoy. C'est ça. L'affaire Boulin. L'affaire Dominique Baudis. En France. Qui sont des affaires qui ont totalement détruit la carrière politique et entraîné au suicide, n'est-ce pas, certains de ces hommes dont je viens de citer le nom. M. Baboké est au cœur du pouvoir camerounais. Et nous savons que ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte sont alimentés par le cœur du pouvoir. Parce que la plupart de ces lanceurs d'alerte vivent à l'extérieur du pays. Parce que généralement, les lanceurs d'alerte dans un pays vivent dans le pays. Et souvent, à l'occasion de l'exercice de leur métier, découvrent, n'est-ce pas, des dysfonctionnements et les mettent à la disposition du grand public parce qu'il faut résoudre une problématique. Parce que le lanceur d'alerte met un dysfonctionnement
à la portée du grand public parce qu'il veut résoudre... Non, prof. Oui. Au-delà de ça, je vous prends juste 5 secondes. Ils sont abreuvés par d'autres personnes du système. Voilà. Parce que si vous voyez les documents que ces gens-là sortent, mais quand M. Mvondoayolo venait d'arriver au palais, tout fuitait. C'était de l'intérieur. Oui. Toutes les correspondances, ou presque toutes les correspondances du chef de l'État se retrouvaient dehors. C'est très grave. Donc, ce que je donc, dis, là. donc, on va revenir. Donc, la question qui se pose, c'est à qui s'adresse M. Baboké? Est-ce qu'il s'adresse à lui-même ou aux autres? Je suis tenté de croire qu'au moment où M. Baboké écrivait sa tribune, il a perdu de vue la fonction qu'il occupait, le parcours qu'il a amené à occuper ce poste. Quelqu'un a dit qu'il agit comme un administratif. Oui, j'ai l'impression qu'il agit comme un administratif. Peut-être que cet agissement de l'administratif qu'on retrouve dans son propos, ou dans ses agissements, peuvent s'expliquer aussi par qui l'a nommé. Je vous rappelle que le président Biya, avant de devenir président, n'était pas homme politique. C'était un administratif. Et je pense que lorsque nous lisons l'histoire du Cameroun, son prédécesseur était un homme politique. Il avait mouillé sa chemise dans les batailles politiques. Je ne connais pas le président Biya avoir mouillé sa chemise dans les batailles politiques. Je suis désolé, le président Biya est au pouvoir, mais il n'a pas, jusqu'à présent, mouillé sa chemise dans les batailles politiques. Et il s'est entouré des gens qui sont à peu près comme lui, qui, pour la plupart, n'ont pas mouillé leur chemise dans les batailles politiques. Lorsque je vais dans son entourage, dans son gouvernement, j'ai quelques-uns seulement qui sont des politiques. Moi, je prends Mme Cortès. C'est une politique. C'est ça. Elle est descendue sur le terrain. Elle a reçu des insultes parce que l'homme politique rentre dans l'arène et se fait insulter. Vous l'insultez, il vous appelle et essaie de vous écouter, même s'il ne satisfait pas votre demande. La plupart des gens qui sont dans le gouvernement de la République ne sont pas des hommes politiques, et ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer par le fait que nous sommes dans une situation où l'alternance politique, lorsque je parle d'alternance, il peut s'agir d'alternance des hommes. Ça dit qu'au sein du RDPC... Pourquoi vous insistez sur cet aspect, professeur Emmanuel? Parce qu'il faut comprendre. Oui. Est-ce que vous êtes en train de vouloir mettre en relief le fait que le fait pour ces hommes, ou bien pour ces personnalités, de ne pas être des hommes politiques justifie ces plaintes qui, en réalité, dans un environnement politique normal, n'auraient pas dû avoir lieu? C'est ce que vous voulez dire? Vous savez, M. Kelbé a dit tout à l'heure, l'homme politique doit savoir avaler les couleuvres. Il est stoïque. Il doit être stoïque, il doit savoir avaler les couleuvres et attendre son temps. Je vous rappelle que en France, pour ne parler que de ce pays que nous connaissons très bien, nous avons des hommes politiques qui étaient totalement couchés. Certains les pensaient morts définitivement. Et on les voit revenir en force. Je pense que quand on est homme politique, on ne sort pas ce type de tribune qui, pour ma part, ressemble beaucoup plus à une tribune qu'aurait sorti écrite un journaliste. Mais quand c'est le directeur adjoint du cabinet civil qui sort cette tribune, je me pose la question de savoir s'il sait exactement où il se trouve. Il est dans l'arène politique ou il n'est pas dans l'arène politique. Et puis en plus, nous sommes dans une atmosphère de fin de règne. Et cette atmosphère de fin de règne, comme le dit très souvent Robert Wafo, la nuit des longs couteaux, le grand soir, eh bien, nous sommes encore à 3 années du grand soir. Et j'espère que... 3 années, comment comptez-vous, professeur? Parce que je pense qu'en 2025, ça sera les prochaines élections. Okay. Et ça sera le grand soir. Et donc chacun affûte ses armes pour être prêt ce grand soir-là. Et ceux qui ne sont pas des hommes politiques,
Bon, Je pense qu'ils vont pleurnicher, le mot n'est pas fort. J'ai l'impression que M. Baboké a pleurniché et il ne faudrait pas qu'il continue. Est-ce qu'on ne peut pas considérer cette sortie Paul Joël Kamtchan tout simplement comme une réflexion d'universitaire sur un fait politique important, majeur, qui justement défraie la chronique, parce que en écoutant les uns les autres ici, certains ont mis en avant sa casquette de pasteur, d'autres ont insisté sur le fait qu'il est plus en administratif qu'en politique. Cela peut également être une simple réflexion qui peut-être alerte juste sur les incongruités de l'espace politique camerounais. Alors, j'ai bien peur, ma foi, que vous faites une lecture non seulement partielle, mais parcellaire de cette sortie. Et ça me permet justement de rejoindre le prof qui posait la question de savoir à qui est-ce qu'il parle. Mais en réalité, si vous vous appuyez sur des éléments de lecture tels que le registre qui est employé, le langage est soutenu, c'est un registre assez élevé. Et quand vous voyez un peu l'agencement des mots, les citations et consorts, ça vous permet tout de suite de comprendre. De définir la cible. Voilà, de définir la cible une cible qui n'est nulle autre que ses adversaires ou les adversaires du camp auquel il appartient. Parce que le langage est assez soutenu pour permettre de sensibiliser un élève de terminale, encore moins même un élève de licence en droit à l'université. Tout de suite, vous comprenez qu'on est dans une bataille rangée. Et qu'en réalité, Oswald Baboké est en train de sensibiliser, mais en réalité, il a la posture d'un pasteur, voyez-vous. Il a une Bible en main et il est en train de parler et d'appeler les gens à s'unir autour d'un grand soi, justement, et il demande de façon subliminale d'attendre et que tout doit se passer normalement. Selon les règles de l'art, telles que vous lisez. Mais en réalité, le prof, et je crois que ceux qui m'ont précédé, ont dit quelque chose d'assez intuitif et d'assez pertinent, c'est que c'est quelqu'un qui prend une posture. C'est un peu comme ces prêtres qui arrivaient en Afrique, vous voyez-vous. C'est-à-dire, c'était la soutane et le fusil en dessous. Donc, c'est un pasteur qui sensibilise pour vous dire, attendez, mais en réalité, c'est du dilatoire. Parce qu'il appartient forcément à un camp. Tant que vous êtes dans le sérail, vous ne pouvez pas être neutre. Je crois que le prof l'a si bien dit. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Maintenant, si vous voyez un peu qui est la cible collatérale, c'est-à-dire le lanceur d'alerte. Mais voyons, faudrait bien qu'on se dise des choses. Du moment où ce même régime auquel il appartient est un régime qui se distingue par la rétention de l'information et la manipulation de l'information et aussi bien la manipulation des masses. Et il y a une étude que nous avons commise pour une très grosse organisation internationale qui indiquait en réalité que c'est le gouvernement ou alors les hautes sphères qui fabriquent l'information ou la mauvaise information parce que c'est parfois pour des ballons d'essai pour voir comment des gens vont réagir. Et vous voyez que Oswald n'est pas très loin de là, c'est-à-dire au sorti, à la fin de cette note, il est calme au palais, il est devant Facebook, il est devant Twitter, il lit les gens, il écoute, il lit même les membres du parti politique auquel il appartient pour savoir exactement quels sont les sentiments des uns et des autres. Et ça permet en réalité de préparer la stratégie pour aller à l'étape suivante. Donc en réalité, tout ce qu'il dit n'est pas fait de façon naïve. Moi, je ne vois pas l'homme de Dieu qui y a derrière. Je vois plutôt quelqu'un de très futé et de très intelligent qui attend voir comment la masse va réagir et même comment l'ennemi d'en face va réagir. Malheureusement, on est dans un système où, en haut lieu, on ne sort jamais. Je crois que quelqu'un a dit ici que la plupart de ces gens ne se mouillent jamais, mais il faut mouiller les autres pour eux. Et c'est le cas avec ce régime. C'est-à-dire, vous allez voir que ceux à qui ils s'adressent ne vont jamais parler. Mais tenez-vous tranquille. Leurs affidés sont actuellement au laboratoire. Dès le week-end ou la semaine prochaine, vous allez les voir sur les plateaux en train de défendre des choses qui n'ont ni tête ni queue et vont vous dire en réalité que c'est une histoire de montée de toutes pièces, ainsi de suite. Malheureusement, on ne peut pas faire une société. Le Cameroun a malheureusement et littéralement souscrit à ce qu'on appelle la société de l'information. Ça va très vite. Si vous ne voulez pas parler, pourquoi vous voulez empêcher à ceux qui veulent parler de parler? Pourtant, vous estimez que vous voulez qu'on garde de vous ce qui avait apporté la démocratie. Je crois que l'information est quand même l'essence de la démocratie à laquelle on fait allusion. Maintenant, si vous empêchez aux journalistes d'accéder à l'information, et ce qui est très pertinent, c'est que
toutes ces alertes viennent de l'extérieur et concernent l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas d'administration du Cameroun établie hors des frontières du Cameroun, en dehors des chancelleries, des consulats et autres. Et donc forcément, quand vous lisez l'information, et il me semble que Boris Berthold, qui est l'une des personnes, l'un des lanceurs d'alerte incriminés de façon subliminale, a fait une sortie, oui, et le plus suivi, a fait une sortie ce matin, et je lisais encore, où il faisait carrément une leçon de lanceur d'alerte à Oswald, comme pour lui dire que si au Cameroun vous ne savez pas ce que c'est, au point d'appeler les lanceurs d'alerte avec des flingueurs et consorts, mais je vais dire, je ne me serais pas attendu de ce genre de mots d'Oswald. Mais comme lui, le président a l'habitude d'insulter les autres, qualifiant parfois l'opposition d'apprentis sorciers et autres, donc il n'y a rien d'étonnant de ce que son directeur fasse exactement comme lui en appelant d'autres des flingueurs et consorts. Donc en réalité, c'est une ambiance qu'il faut regarder de très près et être surtout aux aguets, parce que là, je crois que les signaux approchent déjà le rouge pour dire que d'un moment à l'autre, ça risque de déménager et il faut faire attention. Maître Simon Serge Kakak, est-ce que vous restez sur votre position, à savoir que ces lanceurs d'alerte, notamment dans notre pays, sont dangereux? Parce que lorsqu'on écoutait les uns et les autres ici, après vous, le sentiment qu'on a, c'est que dans un environnement politique normal, il y a des alertes comme celle-là qui attirent l'attention du public sur un certain nombre de questions. Le professeur parlait tout à l'heure de l'affaire Bérégovoy, qui a d'ailleurs débouché sur le suicide de ce ministre en France. On est revenu sur l'affaire Claire Stream, qui a éclaboussé un certain nombre de ministres, entre autres Nicolas Sarkozy. On a parlé de l'affaire Markovitch, qui visait, dit-on, le président Pompidou, entre autres. Est-ce que vous restez sur votre posture, à savoir qu'ils sont dangereux et qu'il faut encadrer, sinon utiliser un moyen pour, ce n'est pas le mot que vous avez employé, mais que je vous prête, museler ces lanceurs d'alerte? Non, c'est pas ce que je dis, Duval. Je suis obligé de repréciser ma pensée. Oui. En fait, ce que j'ai voulu faire observer, c'est que le lanceur d'alerte joue un rôle très important dans notre société, surtout dans le monde actuel. Mais je pense que dans certaines sociétés, ils se mettent facilement au service de certains esprits malveillants qui ne les utilisent pas forcément dans l'intérêt du peuple, qui les utilisent dans leurs intérêts égoïstes et égocentriques. C'est à ce niveau qu'ils deviennent dangereux. Mais je continue à dire que du point de vue du rôle que ces lanceurs d'alerte jouent dans notre société, ils sont très importants. Okay. Dans une société comme la nôtre, où la classe gouvernante détient les informations sans les mettre à la disposition du grand public. Je dois vous dire, c'est l'occasion de le dire ici. C'est vos débats qui ont ouvert l'esprit à beaucoup de compatriotes sur certaines affaires de ce pays. Ce pays était géré dans l'opacité la plus absolue. Les Camerounais n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans leur pays. C'est vos débats. Et les interventions, les contributions, les sorties de ces lanceurs d'alerte qui ont ouvert l'esprit au peuple aujourd'hui. Donc personne ne peut dire que ces lanceurs d'alerte ne sont pas importants. Non. Mais seulement quand ils deviennent, j'allais dire, des gens au service de gens qui travaillent pour eux-mêmes. Parce que tout à l'heure, Serge a dit quelque chose de très pertinent. L'une des caractéristiques de notre société, c'est que nous ne sommes pas gouvernés, nous ne sommes pas dirigés par les hommes politiques. Nous sommes dirigés par les technocrates, nous sommes dirigés par les hauts administrateurs, comme ils s'appellent, mais qui ne travaillent pas pour le peuple. Ils travaillent d'abord pour eux-mêmes. C'est ça la caractéristique de notre société. La société africaine en général et la société camerounaise en particulier. Vous allez vous rendre compte que ceux qui ont le privilège de présider aux destinées du pays ne travaillent pas pour les Camerounais. Chacun travaille. Et lorsqu'on quelqu'un travaille pour, il n'aime pas que son travail soit connu même par le peuple. Donc quand vous commencez à donner les informations sur ses activités, ça devient dangereux pour lui. C'est pour ça, moi je peux également comprendre la sortie de Orange sur mais écoutez, ces lanceurs d'alerte là commencent, j'allais dire, à diffuser nos secrets, à mettre nos affaires sur la place publique, et ça devient dangereux pour nous. Tout le monde au quartier va commencer à nous regarder avec beaucoup de suspicion. Donc, sous cet angle-là, on peut penser que sa sortie peut se justifier. Pas forcément que c'est du bon travail qu'il fait, non. Effectivement, comme il est dans la posture d'un haut administrateur, qui ne travaille pas pour le peuple, il ne voit pas d'un bon œil le fait que des gens viennent s'y mixer dans leurs affaires et commencer à les porter à la connaissance du grand public. Ça peut être une lecture. Maintenant, ce que je voulais faire observer, c'est que en réalité,
Nous sommes arrivés à un stade où, tout à l'heure, c'est le professeur qui disait que, bon, peut-être le grand soir, c'est dans 3 ans. Je ne suis pas de cet avis. Le grand soir peut arriver à tout En tout cas, celui qui a théorisé cela, je ne pense pas qu'il soit sur le délai de 3 ans. 3 ans. On a vu en Algérie avec Bouteflika. Et encore que selon ce que le prof a dit, n'oubliez pas que c'est en 2018 que chacun attendait ce grand soir-là. Malheureusement... Le grand soir, dans la posture de ce genre, peut arriver à tout moment. Et je pense qu'à ce moment, comme ces gens ne sont pas là pour le peuple, chacun commence à affûter ses armes pour attendre le grand soir, qui peut arriver à tout moment. Et c'est pour ça que justement, à partir du moment où les lanceurs d'alerte entrent dans la bataille, pour commencer, parce que vous avez vu ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, avec beaucoup de sorties sur un promoteur d'une chaîne de télévision qui a pris la place, on a suivi des informations sur certains membres. Quand on voit tout ça, beaucoup de gens tremblent dans l'opinion pour dire que, mais écoutez, on ne savait pas que c'était comme ça qu'on gérait les affaires de notre République. Ça devient dangereux. Donc, ça peut être une perception de dire que, mais écoutez, si on laisse ces gens continuer à donner nos informations, mais le peuple peut commencer, ça peut même se soulever. Et c'est même pour ça, lorsque vous faites même un certain décryptage de certains textes aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train de prendre même des mesures pour combattre ce qu'ils appellent par exemple le soulèvement. C'est-à-dire que les gars prennent des textes pour dire que monsieur, vous continuez à dire des choses qui peuvent soulever le peuple, tu deviens un danger, on peut te poursuivre devant. Hostilité envers la patrie. Hostilité envers la patrie, vous comprenez? Donc c'est pour dire que non, je n'ai jamais dit que les lanceurs d'alerte sont dangereux pour notre République. Mais je dis simplement que lorsqu'ils deviennent des acteurs au service de ceux qui martyrisent les Camerounais depuis plusieurs décennies, ils deviennent des gens qui rendent un mauvais service au peuple. Parce que le peuple camerounais a besoin de gens qui travaillent aujourd'hui dans son intérêt. Le peuple camerounais a beaucoup souffert et tout le monde pense que le moment est arrivé pour que ce peuple sorte de l'auberge. Pour qu'aujourd'hui les Camerounais commencent à respirer de l'air pur, comme on dit au quartier. Si des gens travaillent pour ceux qui continuent à nous maintenir dans la pauvreté et dans la misère, je pense qu'à ce moment-là, ça devient dangereux. Parce que c'est pas là que je vais chuter, lorsque vous prenez ces gens, je veux vous dire, tous ces lanceurs d'alerte, ceux qui travaillent sur le Cameroun depuis au moins 4-5 ans aujourd'hui, appartiennent toujours à un camp, qui tire sur un autre camp. Et je ne suis pas sûr que ce travail-là est fait forcément dans l'intérêt du peuple. Beaucoup de travail. Parce que ces danseurs d'alerte, beaucoup sont très bien rémunérés. Bien rémunérés quand ils font ce travail. C'est comme ce que, je ne sais pas, c'est celle qui a dit ça tout à l'heure. Il y a eu des journalistes dans votre corporation que je connais qui travaillent pour eux-mêmes, c'est-à-dire le bonhomme, c'est des francs tireurs, c'est-à-dire on les achète contre d'autres. Quelqu'un vient, il sort 500 000 francs, 1 million de francs, 5 millions de francs, que va. Maintenant, je vais voir 5 numéros. Dans 5 numéros qui vont paraître, il faut qu'il y ait au moins 3 articles sur tel. Comme montre que c'est Duval qui est le plus mauvais journaliste de ce pays. C'est-à-dire chaque journal, il doit avoir au moins 2 articles sur Duval. Il y a des gens qui font ce travail. Alors vous êtes avocat, vous fréquentez les prétoires, donc vous savez de quoi vous parlez. Oui, non, je dis ceci, il y a des gens qui font ce travail. Je ne peux pas citer, mais je dis il y a des gens qui font ce travail. Donc il faut faire très attention. Nous sommes arrivés à un stade où les Camerounais ont besoin de gens qui travaillent pour le peuple. C'est pour ça que, c'est ce point que je vais chuter, quand Seth disait tout à l'heure que l'homme politique doit essentiellement être stoïque, sur ce point, je ne peux pas être d'accord avec lui. Parce que l'homme politique, s'il est vraiment un vrai homme politique, sa préoccupation principale, c'est le bien-être du peuple. Il travaille pour le peuple. Un homme politique réel travaille pour le peuple. Et il est dans une posture... Oui, mais à partir du moment où il travaille pour le peuple, il ne doit pas s'encombrer des considérations partisanes qui ne l'aident pas justement à obtenir les résultats qui sont profitables pour le peuple. Oui, vu sur cet angle, ça peut être accepté. Voilà, Ce que je voulais simplement dire pour jeter, c'est que, en fait, lorsqu'on est un vrai homme politique, on se met dans une posture de redevabilité. Ça veut dire qu'on rend compte au peuple. Et on travaille pour venir de temps en temps rendre compte, faire son bilan au peuple. Parce que c'est du peuple que par votre pouvoir. Puis on peut aussi travailler pour le créateur.
dont l'émanation est du peuple. Dans le contexte camerounais, je suis tout à fait d'accord qu'on n'a pas des hommes politiques. On a des gens qui sont dans la haute administration, qui ne travaillent pas pour le pays. Ils savent que leur ascension sociale ou bien leur maintien aux affaires ne dépend pas des aspirations populaires. Ils savent qu'il y a un créateur, il y a quelqu'un qui les a créés. Et ils sont et tant que ce créateur est là, ils seront toujours ces créatures et vont, j'allais jouir et abuser même de tous les privilèges. Donc beaucoup sont aux affaires pour se servir et non pour servir le peuple. Alors, c'est Jean-Yves Kelbey, je voudrais avoir votre analyse. Je vais vous soumettre un petit exercice de commentaire du texte. Des hommes politiques affrontent leurs camarades du même parti à travers la divulgation des documents d'État censés relever de la plus haute confidentialité. C'est un extrait de cette tribune du ministre plénipotentiaire. Des documents frappés du sceau de l'État s'échappent des cabinets par des serviteurs de loyaux. Est-ce qu'on est encore vraiment dans un espace politique où le jeu politique se pratique sainement? Non, Duval, je suis très amusé que ce soit moi qui vous soumettez à ce jeu de, n'est-ce pas, compréhension de texte ou d'analyse de texte. Je suis très amusé parce que vous parlez de ma maison, de ma chapelle. Mais que voulez-vous? Écoutez, nous sommes dans un pays où on a tué tout un évêque et je ne peux pas dire que personne ne s'est ému, mais on n'est toujours pas fixé sur on les n'est toujours pas conditions dans fixé. lesquelles il a été... Tout un évêque, vous vous imaginez. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre que les lanceurs d'alerte ne sont pas forcément des journalistes. Sur ce plan, il faut qu'on soit d'accord, n'est-ce pas? C'est un médecin chinois qui fut le premier lanceur d'alerte de la Covid en Chine. Et le gouvernement communiste l'a éliminé, avant même qu'il n'arrive à la fin de sa vie, sachant qu'il était condamné lui-même à mourir. Certaines informations confidentielles, n'est-ce pas, de l'arrivée de la Covid dans l'espace mondial ont été divulguées. Et si vous vous souvenez, les États-Unis, sous Trump, ne demandent plus qu'il y ait une enquête de l'origine exacte de la Covid-19. Mais le Congrès avait adopté une loi qui demandait au FBI de faire une enquête. Aller même en Chine, où que les Chinois produisent des documents pour donner, n'est-ce pas, l'exactitude du début de cette pandémie chez eux là-bas, qui devait, n'est-ce pas, se répandre sur toute la planète Terre aujourd'hui. Donc, pour moi, le rôle d'un lanceur d'alerte est primordial. Surtout dans une société comme la nôtre où nous assistons à une gabegie qu'on ne peut plus mesurer. On parle de Covid-Gate, on parle de Can-Gate. Les lanceurs d'alerte sont là pour envoyer une mèche au procureur. Normalement, certains procureurs devraient se saisir des informations que donnent des lanceurs d'alerte. Pour l'ouverture d'une information judiciaire au moins. Claire. Mais on est d'autant plus surpris du travail de nos procureurs au Voilà. Cameroun. Ça, rien n'est dit il faut parce le que dire. le politique fait encore moins basse sur le judiciaire. Ça, c'est quelqu'un qui appartient au RDPC qui le dit. Il faut savoir que quand on vous dit sur haute instruction, tout le monde connaît l'affaire Bapès. Qui peut me dire le contraire? Le ministre Bapès a été arrêté à la suite d'une procédure. Il a été même incarcéré. Le ministre Bapès, ministre des enseignements secondaires, Secondaire. était ministre en fonction. Mais tout à Il a fait, été Duval. interpellé pendant qu'il était en fonction. Tout il à a fait. été gardé pendant 24 heures. On n'a pas été gardé, il a même été placé. Il a été placé sous mandat de dépôt. Il était juste à Kondengui. Il était juste à Kondengui, oui. Oui, tout à fait. Et donc la légende raconte que le président de la République étant à l'aéroport apprend ça pendant qu'il est sur l'échelle de coupé et ordonne qu'on le libère parce qu'il est Donc, encore en fonction. Qui peut donc nous dire que le Son mandat de politique... détention provisoire Ouais. a été levé le lendemain. Voilà. Qui peut donc... Il a pu faire à peine 24 heures, hein, 36 heures, 24 heures. En prison, il est ressorti. Mais sur les institutions politiques. Vous comprenez donc que dans un environnement comme celui-là, les lanceurs d'alerte sont une bouffée d'oxygène, un appel d'air pour pouvoir donner
aux magistrats le grain à moudre dans un pays où le chef de l'État a mis à la disposition des Camerounais par ses collaborateurs des fonds nécessaires pour que ce pays soit émergent, mais il est plombé. Plombé par ceux qui sont pressés de voir arriver le grand soir. Et pour ma part, s'il faille que je revienne, n'est-ce pas, à ce fragment de la correspondance du ministre plénipotentiaire, directeur du cabinet civil adjoint, Oswald Baboké, sur le fait que des documents confidentiels s'échappent. Mais, monsieur Fangwa, arrivé seulement au rond-point du Mont Phoebe, c'est là que vous commencez à comprendre que Paul Biya est vraiment président de ce pays. Pour entrer à la présidence de la République, on prend la carte grise de votre voiture. Pour arriver au tourniquet, toutes les voitures sont systématiquement fouillées. Ouvrez les capots, on regarde le bas de votre voiture. Quand vous arrivez au tourniquet, vous êtes scanné, plus qu'à l'aéroport. Vous pensez que qui va sortir les documents confidentiels du palais? Qui? C'est dans la maison. Donc il est question ici, et je l'ai dit lors d'une émission dernièrement, je pense que c'était avec un de vos confrères, qu'il faut faire un certain ménage et travailler avec des gens qui sont soucieux de faire avancer ce pays et de l'amener plus loin là où les directives ont été données, qu'il faille que le Cameroun avance. Parce que vous avez des gens dans la maison qui font semblant d'être là, mais qui ne sont pas là, parce qu'ils veulent que le pays soit plombé et occuper les fauteuils qu'ils attendent depuis. Moi, je pense que les lanceurs d'alerte devraient être multipliés dans tous les domaines. Dans la santé, il faut des guetteurs. Et je vais encore dire, par exemple, ici, pour le cas du Cameroun, que plusieurs fois, on a trouvé d'énormes sommes dans les domiciles de certains hauts cadres de ce pays. Aucune enquête n'a été lancée. Des lanceurs d'alerte avaient vu ça venir avant la Covid-Gate. 900 millions là-bas, 300 millions ici, en plein Yaoundé. Après enquête, vous avez suivi, pour citer un ministre, le ministre des Sports lui-même a traduit quelqu'un en justice, son boy ou je ne sais pas qui a... Mais des histoires comme ça nous amènent à comprendre que les lanceurs d'alerte arrivent tardivement au Cameroun et qu'on ne peut pas tirer sur eux. Le problème est que quand vous êtes un politique, vous acceptez que les lanceurs d'alerte existent et vous devez avoir une vie correcte. Parce qu'aux États-Unis, l'affaire Lewinsky, Monica Lewinsky de Bill Clinton, elle sort comment? C'est des lanceurs d'alerte. Et il faut comprendre que quand vous voulez aspirer à certaines fonctions, vous devez avoir une rectitude morale. On regarde quelle école fréquentent vos enfants. Est-ce que vous priez à la maison avant de manger? Est-ce que vous avez des fréquentations correctes? Oh, si vous scannez ce gouvernement, vous allez comprendre que beaucoup ont une manière de vivre qui explique pourquoi le Cameroun est ce qu'il est aujourd'hui, et le chef de l'État continue à s'interroger. Tout simplement parce que dans l'enquête de moralité qui a, n'est-ce pas, précédé le casting de certaines personnalités, on n'a pas tenu compte de leur désordre. Professeur Emmanuel Diatio, c'est vous qui indiquiez tout à l'heure, je reviens sur certains mots qui ont été utilisés par vous, par Oswald Baboké, et qui apparaissent également dans ce fameux livre qu'il a cité, Les Flingueurs. Le monde politique est cruel. Il a toujours été, parfois plus encore aujourd'hui. Et il semble que c'est le développement des médias et la déferlante des réseaux sociaux qui ont depuis des années donc eu un effet dévastateur. La question que je pose, est-ce qu'il n'est donc pas possible d'avoir un espace politique sain où les acteurs sont sérieux et où se joue de façon sereine un jeu démocratique? Bien évidemment. Vous savez, ce que nous décrions ici ce soir ne s'explique que parce que nous sommes dans une société fermée. Pourquoi société fermée? Elle est fermée parce que déjà l'information ne circule pas. Nous vivons beaucoup de la rumeur. Ceux qui sont chargés de nous informer ne nous informent pas. Avez-vous déjà vu le Premier ministre du Cameroun aller à la télévision s'adresser aux Camerounais sur un projet de loi
sur une décision qui sera prise sur un phénomène de société? La réponse, c'est non. Avez-vous déjà vu le président de la République aller à la télévision s'expliquer sur un projet de loi, sur un phénomène de société dont est victime la société camerounaise? La réponse est non. Mais le président de la République le fait dans ses discours bilan. Le 31 discours, décembre. vous savez, le discours bilan, Et à l'occasion de l'adresse à la jeunesse. ce n'est pas suffisant. La fréquence. Ce n'est pas suffisant. La fréquence est trop espacée pour permettre aux Camerounais de savoir ce qui se passe dans le pays. Ces lanceurs d'alerte dont nous parlons ce soir nous aident énormément à comprendre ce qui se passe chez nous. S'il faut attendre le 31 décembre, dans un discours de 20 minutes, 25 minutes, le président de la République ne peut pas tout aborder. Donc, ce qui se passe au Cameroun, c'est que nous sommes dans une société, disais-je, fermée. Il faut ouvrir cette société. Et comment l'ouvrir? Il n'y a qu'un seul moyen pour ouvrir une société. C'est la démocratie. Lorsque vous avez une pratique saine de la démocratie, vous avez moins de rumeurs qui circulent parce que l'alternance dans les différentes fonctions électives permet aux gens non seulement de travailler avec sérieux, parce que lorsqu'ils seront remplacés par leur adversaire politique, qu'ils soient d'un camp différent ou du même camp, les dossiers vont sortir. Et donc, lorsque vous savez que votre adversaire ou votre concurrent dans le parti ne va pas endosser, n'est-ce pas, la responsabilité des actes posés par vous, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez bien. Mais lorsque vous êtes convaincu de rester pendant 20 ans, 25 ans à un poste et que c'est le créateur qui décide le jour où il a décidé de vous dégommer, eh bien, à la longue, vous finissez par confondre, n'est-ce pas, le fauteuil sur lequel vous êtes assis au fauteuil familial. Et du coup, sans le lanceur d'alerte, il est impossible d'avoir de l'information. C'est la société dans laquelle vivent les Camerounais. La société publique camerounaise est une société fermée. Les États-Unis, qui sont un pays continent, il me semble que les lanceurs d'alerte aujourd'hui sortent moins de choses choquantes que celles que sortent les lanceurs d'alerte dans un petit pays comme le nôtre. Parce que dans ces pays-là, celui qui est en responsabilité, que ce soit au niveau national ou au niveau local, fait attention à sa gestion. Il fait attention parce qu'il y a des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs existent dans son parti, les contre-pouvoirs existent dans les partis d'opposition, et l'alternance face au sein d'un même parti ou avec les partis d'opposition fait que les gens sont rigoureux dans la gestion de la chose publique. Au Cameroun, les gens ne sont pas rigoureux dans la gestion de la chose publique parce qu'ils sont convaincus de ce que seule la mort va les évacuer dans la fonction qu'ils occupent. Et quand vous savez que seule la mort vous évacuera de la fonction que vous occupez, eh bien vous pouvez enterrer vous-même les dossiers. Si vous n'avez pas un collaborateur qui est mécontent et qui chipe le dossier et le met à la disposition, n'est-ce pas, du grand public, personne ne le saura. C'est la dramaturgie de la société dans laquelle nous vivons. La société camerounaise, c'est une société fermée. Et nous avons beau, je dirais, critiquer certains comportements des lanceurs d'alerte, parce qu'ils défendent parfois beaucoup plus les intérêts de ceux qui leur donnent les informations à diffuser que les intérêts du peuple. Mais force est quand même de constater qu'ils nous permettent aujourd'hui d'être au courant des choses qui nous auraient échappé. Et
à ce niveau, je suis tout simplement tenté de dire, lanceur d'alerte, continuez. Alors, Paul Joël Kamtchan, en écoutant le professeur Jatio, ce qui revient, c'est que la démocratisation du système politique, la méritocratie, la bonne gouvernance réduirait certainement le lanceur d'alerte à sa plus simple expression. Oh que non. Je suis désolé de vous le dire parce qu'en réalité, vous parlez d'un idéal. Or, étant des humains, on ne pourra jamais atteindre cet idéal. Donc, il y aura toujours des imperfections qui feront le nid aux lanceurs d'alerte. Malheureusement, il y a un livre qui a bousculé ma carrière professionnelle qui s'intitule « Le secret le mieux gardé au monde » qui est écrit notamment par Frédéric et Aubin, qui sont les deux journalistes ayant fortement contribué à ce qu'on appelait les Panama Papers. Ouais. En réalité, ce livre-là, au départ, scrute et montre l'information qui est venue à partir d'un lanceur d'alerte. Les Panama Papers que vous voyez en réalité, en amont, sont venus d'un lanceur d'alerte et ça a été juste un SMS. C'est-à-dire tout est parti d'un SMS et c'est le SMS qui a déclenché tout ce qu'on a vu comme Panama Papers. Et imaginez-vous ce que dit ce livre. Ce livre, en réalité, retrace la réalité et la fonction de l'information et le rapport entre le lanceur d'alerte et le journaliste. Parce que ce sont les journalistes qui ont traité la question du Panama Papers. Alors, le traitement qu'on a fait de l'information reçue du lanceur d'alerte a fait en sorte que les journalistes et donc par ricochet, le consommateur de l'information comprenne beaucoup mieux comment fonctionnent ces histoires de offshore et onshore et montre à peu près à quel point nos sociétés sont fragiles d'un point de vue économique et comment ceux qui nous dirigent en réalité sont tous des kleptocrates qui est différent des... Il y a voire des kleptomanes, mais on parle plutôt des kleptocrates, c'est-à-dire des gens qui se reproduisent ou qui gardent leur système. Voilà, les membres d'une kleptocratie qui fonctionne comme le cartel. Là, le gouvernement parle le vol. Voilà, le gouvernement parle le vol, c'est un peu impoli, mais pour dire des gens qui maintiennent leur pouvoir par le trafic d'influence et la corruption. Parce qu'en réalité, dans la kleptocratie, le fond, c'est la grande corruption par laquelle on se tient. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que dans ce système, la question, par exemple, de l'assainissement des mœurs qu'on appelait l'opération épervier n'a été que l'iceberg de ce qu'on appelle la kleptocratie, où des gens se tiennent entre eux dans un système et lorsque vous ne servez plus à rien, on vous met au garage. Et ce garage, en réalité, c'est la prison. C'est pour ça que cette prison, oui, on vous livre, voilà, on vous livre. Et c'est pour ça que vous avez des gens en prison, les Hubans ou Langenao, non, ou l'ancien SGPR tout-puissant qui clament jusqu'à présent leur innocence, ou encore Marafa Midou Yaya qui a été condamné pour vous rappeler, pour complicité intellectuelle. Et donc qui en réalité met en exergue une question de délit d'amitié. Donc c'est pour vous dire à quel point l'information est très importante. Et vous savez que vous soyez aux États-Unis, en Suède ou encore en France, les questions de démocratie ne sont que des questions d'idéal. C'est-à-dire c'est un point vers lequel on tend et tous les jours on se perfectionne. La preuve en est qu'en France comme aux États-Unis, vous avez toujours des membres de la société civile qui se plaignent de la qualité des droits de l'homme, même si on peut envier un pays à un autre. Par rapport au Cameroun, vous voyez par exemple que vous aurez des gens, et je les ai écoutés sur un média concurrent il n'y a pas plus tard que 2 jours, qui estimaient que dans le Golfe Persique ou alors en Arabie Saoudite et autres, on y vit mieux parce qu'on a accès à des soins de qualité et consorts. Et donc, on peut botter en touche la question de la démocratie. Mais en réalité, ces systèmes, si vous le voyez bien, les citoyens ne sont pas au fait du fonctionnement de leur société. Il n'y a que l'information qui peut permettre. Et cette information permet justement à ces responsables-là, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, les questions de réédition et les questions de rendre compte. C'est-à-dire, les citoyens veulent savoir, vous avez été élu. Mais quand vous entrez dans le cas du Cameroun, et je crois que c'est ça qui choque le plus Olva Babouké lorsque vous les lisez, c'est qu'ils estiment gouverner selon la loi de l'homme État. C'est-à-dire, on ne vous dit rien. Dès qu'on vous dit avancer, vous avancez. Vous savez, par exemple, que le ministre de l'administration territoriale est actuellement à l'Assemblée nationale en train de vouloir faire passer un amendement sur la loi sur les associations au Cameroun. Mais ça semble vouloir passer inaperçu et on craint pour ceux qui sont au fait que là, on tend vers le musellement des libertés collectives et individuelles. Et on aurait pu voir un ministre de l'AT
qui consulte de façon populaire des gens pour leur dire, écoutez, nous on veut amender par exemple la loi sur les associations, voici les amendements qu'on veut introduire, que pensez-vous? Des consultations populaires comme ça aideraient à rassembler l'assentiment de tous les citoyens et à voir finalement un texte consensuel. Et c'est la raison pour laquelle tous les textes par exemple sont contestés au Cameroun. C'est parce que les citoyens ne s'y trouvent pas, en dépit des mécanismes parfois. Vous avez des séminaires de compréhension qui sont organisés entre des copains et le texte ne reflète en réalité qu'une portion de personnes qui ont... On aurait pu contourner ce mécanisme-là si on a une vraie assemblée nationale qui est la représentation nationale. Je veux dire qu'un ministre qui vient avec un projet de loi comme celui-là qui n'est pas correct, eh bien on trouverait quand même des députés pour leur dire, écoutez, en analysant cette affaire-là, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça. Oui, mais en réalité, on ne va pas au Parlement pour consulter, on va pour permettre aux députés de légiférer. Ce qui suppose qu'en amont, il y a eu un certain nombre de consultations qui ont été faites pour recueillir l'assentiment des citoyens. Et donc, quand ça arrive au Parlement, et donc quand ça arrive au Parlement, les députés se reconnaissent à travers parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'est-ce que les gens ressentent sur le terrain. Mais malheureusement, vous savez, l'ingénierie des lois au Cameroun est faite de telle sorte que ce n'est que ce que le gouvernement dépose qui peut passer comme une lettre à la poste. Et il y a plein de députés même, vous pouvez leur poser la question de savoir ce qui est dans ce texte. Bon nombre ne vous diront pas exactement, tout comme ces mêmes députés vont voter une loi de finances sans avoir questionné le gouvernement sur l'usage qui en a été fait de la loi de finances précédente. Or, ça, ce sont des questions très dangereuses et c'est ce qui fait croire ou dire à l'opinion que ces députés-là ne servent à rien et ils ne représentent pas efficacement le peuple à l'Assemblée nationale. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez tous ces textes, je ne connais pas de député qui est capable de venir vous dire exactement ce qu'on a vu dans le texte et le travail qu'il a fait pour bloquer cela. Donc, mais ça a une explication. Voilà. Et c'est une seule explication. Je n'y trouve pas deux explications. La seule explication, c'est que ceux qui nous gouvernent ne sont pas démocratiquement élus. Lorsque vous êtes démocratiquement élu, vous êtes comptable des projets de loi que vous faites passer à l'Assemblée. Le député est comptable devant ses électeurs du projet de loi ou de la proposition de loi qu'il a voté à l'Assemblée. Or, dans notre système, le ministre n'est pas un politique et lorsqu'il le serait même, nous sommes dans un système qui est verrouillé où il n'y a pas d'alternance politique. Et ce n'est que dans l'alternance politique que vous êtes responsable devant les électeurs. Absolument. Lorsqu'il n'y a pas d'alternance politique, vous n'êtes pas responsable. Nos députés... on a quand même vu des localités où les populations ont dû retirer leur mandat à des députés ou à des maires parce qu'ils n'étaient pas contents. Oui, mais ce ne sont pas des cas marginaux du Duval. Je pense que lorsque vous avez quelques humeurs qui s'expriment quelque part et le pouvoir politique laisse faire, on ne peut pas dire que nous avons là affaire, n'est-ce pas, à l'expression véritablement démocratique. Il me semble que ce n'est que lorsque je suis responsable devant celui qui m'a élu, c'est-à-dire je viens rendre compte de ce que j'ai fait. Et si le mandat qu'il m'a donné, parce que lorsque je suis élu parce que pendant la campagne, j'ai fait une promesse. Et le mandat qu'il m'a donné tient à la promesse que j'ai faite. Si 5 ans plus tard, je reviens, il va me poser la question de savoir si la promesse faite a été exécutée ou pas. Si elle n'a pas été exécutée, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la sanction. C'est la sanction. Ouais. Nous ne sommes pas au Cameroun aujourd'hui dans cette situation. D'où ce que Paul Joël dénonce, c'est que nous avons des gouvernants, membres du gouvernement, à l'Assemblée nationale, des élus, ceux de l'Assemblée nationale sont des élus entre guillemets. Moi je dis ils sont des élus entre guillemets. Et ils sont copains avec les membres du gouvernement parce qu'ils vont parfois demander des marchés publics et puis ça devient... Très bien. Alors, Maître Simon Séléka, est-ce que vous êtes partagé le même avis que Paul Joël qui estime qu'il ne faut pas rêver d'un monde où on a
un jeu démocratique sans lanceur d'alerte. sans lanceur d'alerte, parce que peut-être on a pris des dispositions pour démocratiser le système politique, redoubler de vigilance en ce qui concerne la bonne gouvernance, ou encore on a fait monter d'un cran la question de la méritocratie. Non, Duval, vous savez, partons de l'évidence que le digital et le numérique ont pris le pouvoir dans le monde actuel. Les lanceurs d'alerte deviennent inévitables. On ne peut plus fonctionner sans les lanceurs d'alerte. Ça, c'est une constante qu'il faut intégrer. Mais ce que je voulais faire observer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, si notre société, la société camerounaise a des problèmes, c'est parce qu'on n'a pas vraiment impulsé une dynamique d'amélioration de notre jeu démocratique. Et pour qu'on ait un jeu politique sain aujourd'hui au Cameroun, il faut renforcer la démocratie. Et la démocratie, le renforcement de la démocratie commence par l'amélioration des tests qui régissent le jeu électoral au Cameroun. Première chose. Et deuxième chose, il faut remettre le pouvoir au peuple. Parce que dans une démocratie, c'est le peuple qui tient le pouvoir. C'est pour ça que dans les pays qui sont considérés comme des modèles de démocratie, même les membres du gouvernement viennent d'abord chercher leur légitimité à la base. Donc ils sont d'abord des élus à l'Assemblée avant de passer dans le gouvernement. Si vous n'êtes pas élu, vous ne pouvez pas être représentatif. Donc en réalité, la représentativité des membres du gouvernement est tirée du peuple. Légitimité. C'est la légitimité du peuple qui te confère, c'est le peuple qui te confère la légitimité. On ne peut pas continuer si aujourd'hui on va améliorer la gouvernance dans notre pays. Quand je parle de la gouvernance ici, sachez que la gouvernance, c'est un monde immense. Il y a beaucoup de volets dans la gouvernance. Il faut améliorer la gouvernance financière, il faut améliorer la gouvernance économique, il faut améliorer la gouvernance politique. Sociale même, ouais. Tout ça, ça ne peut pas être fait avec des technocrates qui, pour exister dans la haute administration, attendent le décret du chef de l'État. Non. Il faut que le pouvoir vienne de la base. Et la deuxième chose que je veux faire observer ici, et ça je l'ai toujours dit, il faut qu'on essaye, parce que le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est ça qui va améliorer le Cameroun de demain. Et pour que le Cameroun de demain soit sain, il faut qu'on revoie certaines choses dans la formation que nous donnons à notre jeunesse. Il faut améliorer la formation civique et patriotique. Parce que l'une des choses qui nous gangrène, c'est que nous n'aimons pas notre pays. Personne ne travaille pour le pays. On nous a formés comme ça. C'est pour ça que lorsque vous allez à l'université, allez faire un petit vox populi là-bas, appelez un groupe d'étudiants de première, deuxième, troisième année, posez-leur la question de savoir qu'est-ce que vous voulez travailler après votre étude universitaire. Il va vous dire, je veux être douanier. Ou bien je veux être policier. Non, c'est la vérité que je vous dis. Tout simplement parce que dans leur imagerie, il y a beaucoup d'argent là-bas. Il y a beaucoup d'argent qui circulent. Si j'ai douanier, avant 2 ans, j'aurai une grosse voiture, j'aurai une grosse maison. Ça, c'est comme ça que les élèves... Personne ne travaille dans le sens de dire... J'ai été surpris ce matin. Je suivais le journal dans une chaîne africaine où on interrogeait les enfants. Ils sortaient, je ne sais pas où ils sortaient. On leur demande à un enfant que... vous avez quel âge? Voilà, on était en train de faire une émission sur un enfant, un reportage sur un enfant de 15 ans qui est à l'école polytechnique. Alors, on nous pose, vous avez 15 ans, et qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, bon, je voulais d'abord être ingénieur, et après vos études, qu'est-ce que vous allez faire? Non, j'aimerais servir mon pays. Donc, j'aimerais être bien formé pour servir mon pays. C'est le cas rare dans notre pays. Oui, c'est parce qu'il a encore 15 ans. Non, je dis ceci. Lorsque vous allez aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, allez dans les pays comme le Sénégal, allez dans les pays comme le Burkina Faso. Moi, j'y vais souvent. Le Bénin, vous serez impressionné par le degré de patriotisme, et surtout le niveau civique des enfants. Ouais. Moi, je vous dis, j'ai été impressionné. J'ai oublié mon laptop dans un restaurant à Cotonou. Je l'ai oublié à 8h du matin, je l'ai retrouvé à 20h. Ouais.
mon petit laptop, je l'ai retrouvé à la même place. Personne ne l'a touché. Faites un peu l'expérience à Douala, vous me dites. J'ai vécu. C'est pour dire ceci. Non, c'est pour dire ceci. On ne peut pas avoir des hommes politiques sérieux aujourd'hui au Cameroun si nous ne voyons pas notre système éducatif, qu'on essaie de voir le contenu des enseignements, qu'on mette un accent particulier sur la formation patriotique, sur la formation civique, qu'on apprenne des notions telles que les valeurs républicaines à nos enfants. Beaucoup ne savent même pas la symbolique d'un drapeau. Moi, j'ai vu à la télévision, dans une télévision ici, j'ai vu un artiste camerounais essuyer ses chaussures avec le drapeau du Cameroun. Il avait eu un prix, il a pris le drapeau, il était content. Mais là, ça, c'est de l'ignorance. Non, c'est pas l'ignorance, mais ça traduit le degré de civisme de notre pays. Très bien. Donc, je dis je voudrais quand même, pour mettre de la braise à la pub de maître, pour ne pas paraître extrémiste, que j'ai une anecdote semblable d'un collègue qui a oublié son portefeuille dans une buvette à T-Junction, à Bamenda, à 8h, et qu'il a retrouvé à 22h. Oui, mais ça pose un problème. Non, mais attends, c'est un système anglo-saxon, c'est une culture différente. C'est un Cameroun. Tu vas plus chuter, non. C'est une culture tout à fait différente. C'est une autre culture. C'est une autre culture. Et ça pose un problème qui est d'actualité. Ça pose un problème. La ville que vous êtes en train de décrire, c'est dans la partie anglo-saxonne du Cameroun. C'est notre éducation. Où le civisme, tout à fait. Le Bénin est un pays francophone. Le Bénin est un pays francophone. Duval. Donc la question est ailleurs. Duval, je peux prendre un exemple personnel. Bon, ce n'est pas le sujet, c'est une parenthèse. J'étais à C'est juste une parenthèse. J'étais à Tombelle. J'avais 39 de fièvre. Alors que le dispensaire public était en train de fermer, la dame m'a reçu, m'a perfusé, m'a donné les médicaments et je n'ai rien payé, je suis parti. Elle m'a dit, partez. C'est le Cameroun de Paul Biya. Comment ça? Bravo. Mais elle a dit, Ben oui, ça existe. Ça existe. Oui. Ça existe. Et ça fonctionne comment? Ça existe. Non, dans mon village, c'est pareil. Ça se passait à Tombelle. Duval. Alors pourquoi c'est loin Ça du se passe sujet? Moi, je vais revenir sur la DL dans la zone Si, anglophone. si. Duval. Moi, je vais revenir sur le sujet. Honnêtement, je voudrais, toute raison garder, mettre un peu de l'eau dans mon verre. J'ai dit tout à l'heure que il faut que les lanceurs d'alerte soient acceptés dans notre société. Mais est-ce que ça sera de même pour les influenceurs et les influenceuses? Je dirais peut-être non. Ce n'est pas le sujet, mais il faut qu'on fasse attention. Il ne faudrait pas oublier que les journalistes ne sont pas encore entièrement... Non, pas encore, mais je parle des Donc, il faut d'abord commencer par les influenceuses qui journalistes. prennent des raccourcis et montrent la vie en rose aux jeunes et disent que vous pouvez briller comme moi sans passer par l'école. Non, sauf que la notion d'influenceur que vous avez au Cameroun, de façon... Je parle globalement, je vais y venir, Je sais pourquoi je prends cet angle-là. Je vais revenir en disant que faisons très attention. Je pense que tout le monde se souvient encore du bombardement de la Libye qui a été attisé, allumé par Bernard-Henri Lévy, Oui. qui était à Benghazi et a fait un reportage Quel bombardement en de mondiovisuel 86, en disant que le 2011. président Kadhafi bombardait, gazait ses populations. C'est suite à cela que le président Sarkozy, je pense que c'est même un complot ourdi. Je veux accuser personne, mais depuis l'Hexagone, parce que Bernard-Henri Lévy était en mission quelque part pour démontrer qu'il fallait chasser le président Kadhafi du pouvoir, et il a montré aux yeux du monde une fausse image. Je vais revenir à celle de Colin Powell, à la tribune des Nations Unies, qui a récupéré le travail d'un étudiant pour démontrer, lors de la deuxième guerre d'Irak, que Saddam Hussein fabriquait des armes de destruction massive. L'anthrax. L'anthrax, il était là comme un lanceur d'alerte en disant « Faites attention ». Sauf que Donc, le même Colin Powell a reconnu avant sa mort. Oui, mais ça, il y a eu combien de milliers ou de millions de morts? Donc, les lanceurs d'alerte, oui, mais faisons très attention. Je pense que c'est un métier, comme disait Paul Joël tout à l'heure, qu'il faut qu'il soit régularisé. Et au Cameroun, nous avons les lanceurs d'alerte, je peux me permettre de citer quelques noms. Il y a Paul Tchouta, il y a Stifa,
il y a encore quelques-uns, vous qui êtes dans le même, peu importe le sérieux qu'on leur donne, mais le Là, lanceur... vous avez mélangé lanceur d'alerte et influenceur. Et influenceurs. Oui, je parle des influenceurs et des lanceurs d'alerte. Parce que les influenceurs veulent vous montrer que la vie peut être belle sans travail. Oui, sans user son pantalon. C'est ce que je veux dire et qu'on peut prendre des raccourcis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester dans l'investigation. C'est très dangereux quand un lanceur d'alerte use des fake news pour vouloir ameuter, n'est-ce pas, la population. Oui, ça sûrement. C'est un peu dans ce sens que le ministre plénipotentiaire des CCA voulait peut-être s'offusquer. Mais sauf que dans ce cas, ce n'est pas un fake news. Il taxe les lanceurs d'alerte de flingueurs dans quelque chose qui est réel et réalité. Puisque plus tard, il descend en parlant des lettres estampillées du sceau confidentiel qui se retrouvent dehors. Donc, c'est des choses réelles. Mais si vous avez des lanceurs d'alerte dans le fake, comme Bernard-Henri Lévy qui allait à Benghazi en direct et dit que Kadhafi est en train de tuer ses populations. Aujourd'hui, je vais chuter Maître. Juste pour dire que, quelque part, moi je rejoins un peu Maître, qui voulait dire tout à l'heure que sur le plan du droit, les lanceurs d'alerte devraient avoir une certaine éthique et doivent normalement avoir une capacité d'investigation. Sauf que, non, le lanceur d'alerte, il faudrait qu'on s'entende sur ce que c'est que le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, son rôle n'est pas d'investiguer. Ouais. Son rôle, c'est de lancer. Une bouteille à la mer. Oui, une bouteille à la mer. Maintenant, c'est en fonction des vagues que la bouteille peut avancer. Et Oswald l'a bien dit, il y a des documents, il faudrait qu'on le reconnaisse selon les chartes et des textes. Il y a au moins 3 types d'informations qui ne sont pas censées tomber dans le domaine public. Ouais. C'est tout ce qui est secret défense, c'est tout ce qui est secret médical et c'est tout ce qui est brevet d'invention et tout. Donc, si ces documents-là se retrouvent dans la place publique, ce n'est plus de l'information, il y a un problème. Et donc, ceux qui l'utilisent comme ceux qui ont fait fuiter, c'est-à-dire les producteurs, doivent être châtiés au même titre. La question de fake news que vous évoquez, vous parlez en réalité des questions de mésinformation et de désinformation. Mais en réalité, c'est où le journaliste ou alors ceux qui ont cette technique doivent donc prendre le relais pour pouvoir vérifier les faits allégués dans ces... D'où l'investigation. Mais ne perdez pas de vue aussi que cette désinformation-là est alimentée depuis le sommet de l'État. Parce qu'en réalité, la manipulation de l'opinion participe du contrôle des masses. Et les politiques publiques, et je crois que plusieurs théoriciens, plusieurs écrivains l'ont indiqué dans leurs livres en réalité que la manipulation de l'opinion fait partie des stratégies de gouvernance. Vous n'avez pas oublié qu'en matière de guerre, la stratégie, l'information compte pour 30%. C'est pour ça que vous voyez dans le NOZO, à chaque fois qu'il y a eu une attaque, c'est revendiqué aussi bien par l'armée camerounaise que par les séparatistes. Mais en réalité, cela participe d'une stratégie, sauf que celui qui a à plaindre dans ce cas, c'est le citoyen, c'est le lecteur. En réalité, c'est lui qui se perd et c'est lui qui est la cible de tout cela. Donc, il faut attirer aussi bien la responsabilité de ceux qui nous gouvernent, déjà d'adopter une loi sur l'accès à l'information, de rendre cette information disponible en temps réel. Les sites web qui ont été construits avec l'argent du contribuable à des millions de francs CFA doivent faire l'objet des mises à jour parce que c'est cela qui aide les citoyens à s'informer. Mais si vous avez un site web que vous avez construit à 5 millions, après 3 ans, il n'y a rien. Et je tiens à vous dire que même le ministère de la Communication au Cameroun, en matière d'information, est nul. Pour sortir, je voulais simplement faire observer, pour rebondir à ce que Cesc disait tout à l'heure, qu'en réalité, c'est difficile de faire un distinguo aujourd'hui entre les lanceurs d'alerte et les influenceurs. C'est des professions en réalité qui ont pris corps avec le développement numérique et digital. Maintenant, ce que j'aimerais simplement faire observer, c'est que l'influenceur est un peu plus outillé que le lanceur d'alerte. Parce que généralement, c'est des gens qui sont au service des grands lobbies économiques. Ça, il faut le savoir. C'est difficile. Oui, c'est des gens en réalité, même la situation que vous décriez là, en Libye, c'est le lobby économique qui était derrière. Vous comprenez? Donc c'est difficile aujourd'hui, avec l'évolution technologique que nous avons connue dans le domaine du numérique et du digital, c'est difficile de se passer de ces gens-là. C'est difficile. Les lanceurs d'alerte et les influenceurs, moi je pense que c'est des gens qui vont contribuer de manière déterminante à l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. C'est pas là que je suis. Absolument. Quoi qu'il en soit, messieurs, il est urgent d'assainir le jeu politique dans notre pays
et d'obtenir un jeu qui soit beaucoup plus démocratique. Vous avez essayé de l'expliquer tout à l'heure, professeur Diatio, pour montrer que malgré tout, il faut démocratiser le système politique, il faut faire valoir la méritocratie, il faut développer la bonne gouvernance. Peut-être que cela ne fera pas disparaître les lanceurs d'alerte, mais tout au moins, on pourrait avoir un espace politique où il fait nettement mieux vivre qu'aujourd'hui. Ça n'existe pas. Les coups en dessous de la ceinture existeront toujours. Ça ne va jamais exister. En politique, tout est permis. Tout est permis. Ça ne va jamais Il ne faut pas se exister. leurrer. En politique, on utilise le terme neutraliser, éliminer. Ça peut m'aller jusqu'au sacrifice. En tout cas, la tribune de M. Baboké nous rappelle que l'ouverture démocratique, la vraie, est nécessaire. Parce que avec une vraie ouverture démocratique, sa tribune n'aura plus de sens. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Infiniment merci d'être venus. Paul Joël Kamtian, merci Merci Duval. d'avoir accepté de venir échanger bien. avec nous. Merci également à vous, professeur Emmanuel Diatio. Merci. Merci également à vous d'être venu, Serge-Henri Kelbé. C'est toujours un plaisir. Merci, maître Simon Sèche-Kakak, d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Hein. Merci. C'est pas tous les jours qu'on a ce petit privilège de contribuer à l'éclairage de notre opinion. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison 237 débat. Excellente soirée chez vous. Bonsoir.